Bien, bienvenue sur Mon Actu dans ce nouveau podcast Rendez-vous dans les monts, spécial son lumière. L'idée c'est qu'on plonge à travers le son lumière, qu'on retrace les 40 ans avec vous quatre qui avez été bénévoles sur le son lumière au fil des années puis qui l'êtes toujours aujourd'hui. 40 ans d'implication, de créativité, 400 bénévoles chaque année qui construisent ce son lumière. Avec moi du coup il y a Eliane Guillot. Eliane, est-ce que tu peux nous dire, toi, quand est-ce que tu es arrivée sur le son lumière ? Alors, moi, je suis arrivée dès le premier, en 1985, l'autre siècle, où là, il y avait une équipe de 5 personnes qui cherchaient une idée pour faire de l'animation au niveau du village et qui pourrait rassembler plusieurs générations. Et on a découvert ce que c'était qu'un son lumière au départ. Je me souviens bien avoir travaillé avec une certaine Germaine Mur qui travaillait au département à l'époque au niveau culturel et qui nous a emmenés rencontrer d'autres équipes qui pouvaient soit faire du son lumière, mais à l'époque c'était quand même théâtral et surtout historique. D'où le premier fait son lumière qui traitait de l'histoire dans les monts du Lyonnais. Sur une période historique. Bon, on va y revenir juste après, on va faire le tour des présentations. On va continuer avec Christian Fournel. Toi, tu as aussi été impliqué dans la foulée. Quand est-ce que tu es arrivé sur le son lumière ? Alors, moi, j'ai eu plusieurs périodes, si on veut résumer un peu. Alors, comme Eliane, moi, en 85, j'étais là, mais plus en tant que figurant, entre guillemets, basique, d'un point A à un point B, pas du tout dans l'organisation. Mais j'ai encore évidemment ces souvenirs de comment les choses étaient déjà en place à cette époque-là. Et je suis revenu vraiment au son lumière en ayant joué dans plein de son lumière dans la période 85 à 96, dans différents, en tant que figurant. Mais à partir de 97, je me suis retrouvé à la fois président de la Maison des Jaunes et coordinateur du son lumière pendant 4 ou 5 ans, à peu près, jusque dans les années 2001, ça doit être 2001. Donc avec le rôle, cette fois-ci, vraiment de gérer l'ensemble du spectacle, mais avec une équipe ultra dynamique, parce que le son lumière, tout seul, c'est absolument impossible. Donc c'est vraiment une période où moi, vraiment, j'ai vécu le son lumière de façon, j'allais dire, exponentielle, enfin, dans tous les domaines, quoi. C'est un moment très fort. Puis après, je suis revenu un peu plus tard, à nouveau en tant que figurant, donc ce que je fais actuellement. Donc voilà, il y a différentes phases. Troisième personne, Isabelle Buis, toi aussi, tu es rentrée au son lumière. En quelle année ? Alors, on est arrivé à Saint-Martin un peu par hasard, les aléas de la mutation professionnelle. On aperçoit au loin, au mois d'août, 4 feux d'artifice qui se succèdent de jour en jour. Et l'année d'après, on va voir le spectacle, puisqu'on s'aperçoit que c'est lié à un spectacle. Et sur le bulletin municipal de l'hiver qui suit, une petite annonce en disant on cherche des bénévoles. Et là, on prend le téléphone, on compose le numéro. Donc c'était en fin 99. Et on tombe sur la messagerie de Christian Fournel, surnommé Pichet pour les intimes. Voilà, je ne sais pas s'il fallait révéler ça. Et qui nous dit, alors je passerai la surprise du répondeur. Qui nous dit venez tel vendredi soir à 19h, je vous fais visiter la MJC. Et en fait, il nous a gardés assis à faire le scénario avec eux alors qu'on connaissait personne. Ils nous ont accueillis bras ouverts sans savoir d'où on venait, qui on était. L'essentiel, c'est qu'on soit de bonne volonté. Donc c'était en 2000 et 2023, on est toujours là. Et en fait, pour rien au monde, on quitterait les Monts du Lyonnais et cette organisation-là, quoi. C'est fabuleux. Et ce qui est fabuleux, c'est que grâce à ça, on connaissait personne. J'avoue que je savais même pas que les Monts du Lyonnais étaient sur une carte géographique. J'en suis désolée. On a rencontré des gens de tous les âges, de toutes les générations, sans qu'à aucun moment on se pose la question de toi, t'es qui, tu fais quoi. C'est non, on est ensemble, on partage, et donc c'est bien, quoi. Bienvenue. Et ça, c'est fabuleux. C'est super, un bon témoignage. C'est l'ADN de la MJ, du son lumière, je crois. Ouais. Et puis enfin, quatrième invité, Jordan Tizi. Toi, le son lumière, quand est-ce que tu as démarré et puis qu'est-ce que tu as pu faire au fil des années ? Moi, j'ai attaqué en 2001 acteur, jusqu'en 2005 où j'ai fait acteur principal.
Donc là, ça te booste encore bien mieux. 2006, c'était une année blanche, j'étais dans le plâtre. Et après, j'ai attaqué en 2007 scénariste, parce que ça fait déjà un moment que ça me titillait, quoi. Et après, 2007 jusqu'en 2014, j'ai fait le scénario. Et en 2010, j'ai pris la coordination jusqu'en 2014. Un joli petit parcours. Ouais. Et on voit que du coup, toutes les générations, Oui, là, c'est vrai. et ça continue encore au bout de 40 ans, maintenant qu'on a un petit peu compris qui vous étiez. Si on devait résumer en un mot ce qu'était le son en lumière aujourd'hui, comment vous le définiriez? On a droit à 2 mots. Alors, brièvement, c'est quoi le son en lumière? Une aventure humaine Ouais. extraordinaire. Ouais. Un Ouais. partage humain hors du commun. Il y a une convivialité où tu rencontres tout le monde et puis tu évolues toi-même aussi sur plein de choses. Et... Alors moi, je vais dire que j'ai discuté avec un jeune ado de 15 ans qui m'a dit, mais Eliane, le son et lumière, c'est une famille, c'est ma deuxième famille. Ça, c'est révélateur de ce qui se passe ici. Ouais, c'est du coup. Il y a de la bienveillance, tout le monde a sa place, tout le monde trouve sa place. Le mot d'ordre que souvent qui a été transmis, je pense, dans différentes équipes, c'est qu'au départ, on est vraiment là pour se faire plaisir. Et quand on a ça en tête, on est là pour se faire plaisir. Ben, en fait, j'allais dire, tout est dit sur le côté, oui, il y a de la bienveillance, oui, puisque pour se faire plaisir, il faut au moins être bien là où on est. Et se faire plaisir, c'est faire quelque chose qui soit plus grand que soi, que nous-mêmes, et avec d'autres personnes, quoi. Donc, Je dirais même que hier, j'étais sur le bord pour dire au revoir aux spectateurs. Et en fait, ils nous faisaient au revoir, mais tous, ils nous disaient merci pour l'ambiance. Ils ne nous parlaient pas du spectacle, en fait. L'ambiance est au service du spectacle, je dirais. Ce qui est assez fabuleux, c'est que si on réfléchit vraiment à tout ce qu'il faudrait pour monter un spectacle tel qu'il se joue depuis des années, en fait, à l'échelle de 12 scénaristes, 14 scénaristes, c'est complètement impossible. Et tout le monde a conscience qu'on a besoin de tout le monde. Ouais, Et c'est qui ça. qu'on soit, on a besoin de tout le monde. Et ça, c'est fabuleux. De se rendre compte qu'on a confiance en tout le monde et ça va se faire, en fait. Parce que sinon, concrètement, en fait, si vous regardez ça de façon purement matérielle, jamais on y arrivera. Il y a trop de choses à faire. Mais Dans si. les répétitions, t'entends ça. Ah non, mais on va jamais y arriver pour le final, par exemple, de cette année. Et on était plusieurs à dire non, mais même pas peur, il nous reste 3 jours. Rien n'est impossible. Et ça le fait. Et ça le fait. Et ça le fait. Et il y a eu des événements très, très spécifiques où un décor énorme tombe qu'on a mis plusieurs mois à faire et en une nuit, il est remis sur pied. Alors que ça faisait 3 mois. Le sapin, les dents, un orage, pouf, tout tombe. Tout le monde arrive du village et en une nuit, le lendemain à 10h, ça y est, c'est parti, on rejoue. Aucun problème. Bon, on avait dit en un mot. ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On est des filles. Non, mais Ouais, non, mais c'est ça, c'est le son lumière. Enfin, moi, j'allais dire, il y a différentes choses. Alors, je déborde peut-être un peu la question, mais il faut effectivement quelques personnes très, très impliquées au départ, ne serait-ce que pour faire le scénario, qui croient en ce qu'ils veulent faire. Mais derrière ça, il faut effectivement il faut donner de la chair, corps à ce qui est fait par le squelette, par les scénaristes. Mais justement, on a peut-être qu'à Saint-Martin, il y a cette conjonction de plein de choses. Il y a pas mal de gens impliqués déjà dans d'autres associations, donc qui donnent facilement un coup de main. Mais on a aussi, et je pense que c'est très important d'en parler, la chance d'avoir beaucoup d'agriculteurs, de commerçants, d'artisans qui nous donnent des coups de main, qui nous prêtent du matériel, et une mairie qui suit les yeux fermés depuis le départ sur tout ce qu'on peut faire. Et cette confiance-là, elle est essentielle sur ce qu'on peut faire, quoi. Oui. Je peux rebondir sur le démarrage du son et lumière par rapport à ça. C'est que on allait voir les agriculteurs, les commerçants pour le coup de main. Et en fait, ils étaient tellement contents que des jeunes du village puissent être à l'origine d'un tel événement qu'ils ne se posaient pas de questions. Ils venaient avec leur matériel, ils nous faisaient confiance. Et ça, c'est resté. Donc c'est super. bon, je pense qu'on a bien compris l'essence du son et lumière. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière et que on se mette dans les années 80-85 pour le début. Et que tu nous expliques, Eliane, le démarrage et puis comment une idée comme ça a germé dans votre tête. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'était l'idée de vraiment monter une animation qui draine toutes les générations et qui correspond
à quelque chose qu'on a envie de faire passer au niveau du village. Au départ, c'était ça. Ensuite, on a démarré uniquement dans le donjon. Donc, c'était tout petit. Dans le donjon, on avait des gradins pour 200 personnes maximum. On a dû commencer sur 2 soirées. Voilà, c'était plutôt théâtral. Et puis, 87, on a fait l'histoire de la musique. Et là, je sais pas, ça a donné une ambiance encore plus, où ça drainait plus de monde. Et on s'est dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver un autre endroit. Nous avons atterri en face du Madison, sur maintenant le parking. Sauf que ça n'avait pas d'âme et que c'était une année noire. En plus, il faisait que pleuvoir. On jouait 3 soirs à l'époque. On jouait 3 soirs, 2 en plus. Voilà, il y a eu 2 soirées annulées. Et comme tu disais tout à l'heure, il a fallu trouver une solution pour rebondir. Et du coup, je me revois bien autour de la table dans le resto où on s'est dit, bon, comment on fait? Moi, j'ai une voiture, on va aller chercher des haut-parleurs. Et on a refait tout le tour des villages voisinants sur le matin pour dire, on fait une séance supplémentaire. Et on avait rempli. Donc, tout est possible, en fait. Voilà. Et puis, 89, on a trouvé ce lieu. Et depuis 89, on reste dans ce lieu. Parce que, c'est ça, Eliane, c'est que dès le départ, il y avait une bande de jeunes à la MJ. Enfin, moi, j'étais plutôt encore gamin. Mais effectivement, d'entrée de jeu, la mairie a dit « Ok, Banco, Rochefort, on va aménager le site pour que vous puissiez continuer à faire un spectacle comme vous aviez fait en 87, où, comme je disais, l'année de la musique, ça a été un révélateur, je pense, pour le son-lumière. Déjà, les musiques, le public répondait, on imagine quelque chose de très, très actif. Et puis, c'est aussi l'année où on a accueilli Jean-Louis, qui est quelqu'un qui travaillait à l'Opéra à Lyon. L'Opéra de Lyon. Et on l'a rencontré par hasard, en fait, mais qui a amené et son expérience et du matériel professionnel. Et grâce à lui, ça a été un début de vraiment lumière un peu pro, quoi. Et il est resté assez longtemps, je dirais 15 ou 20 ans. Ah oui. Ouais. Et toujours content, moi j'arrivais en spectatrice, oh Eliane, enfin, trop content d'être là. Et grâce à justement cette ambiance, parce qu'en tant que pro, ils sont dans un autre délire. Et ce côté jeune, qui a peur de rien, qui a envie, c'est ce qui faisait qu'il venait passer ses vacances ici. Voilà. Ses vacances, c'était faire ce qu'il faisait professionnellement, mais il le faisait là avec des gens qui montaient un spectacle et ils prêtaient le matériel, ils nous aidaient à trouver du matériel vraiment de qualité, sans qu'on ait besoin de sortir des sommes astronomiques. Donc on avait la chance d'avoir quand même des choses bien, et surtout son recul, son expertise, son professionnalisme pour tout de suite arriver à mettre en lumière le site de façon correcte, de qualité. Ouais. On l'invitait même à un certain moment où on avait déjà pas mal avancé le scénario, et il venait nous dire visuellement, ça, ouais, ok, on pourra le faire, ça, peut-être pas, vous pourriez avancer ça. Et après, on avançait un peu en fonction de ça. Ouais. Vous avez, j'imagine, quand même rencontré aussi quelques défis. C'était pas, quand on monte quelque chose depuis rien, il y a des défis, il y a des questions qu'on se pose, et puis il faut monter une équipe. Alors l'équipe, moi à mon époque, c'était pas trop le problème. Il y a toujours eu du monde. C'était le démarrage en même temps. Moi personnellement, c'est ici, la MJC en général, mais ici quand même fondamentalement, où j'ai trouvé ma fibre pour travailler dans l'animation. Donc rien ne pouvait m'arrêter, et autour de moi ça drainait plein de monde. C'était pas un souci. Et maintenant je reviens juste jouer, et parce qu'il y a mon fils qui a envie de jouer. Et franchement, s'il pouvait adhérer, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, quelle histoire, quelle expérience de vie, on apprend plein de choses ici. Justement au niveau des défis. Si on se dit que ils annoncent orage, mais on va attendre jusqu'à la dernière minute, parce que peut-être que le ciel va être avec nous, voilà. Dans la vie, c'est un peu ça des fois. Je rebondis sur le côté défi. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui était recherché comme question, mais des fois, quand on fait le scénario, on imagine des trucs mais super gros. Et puis, on revoit notre copie en disant non, mais on ne va pas y arriver. Et d'autres fois, on se dit mais si, on va y arriver. Et il y a des fois, je pense qu'on l'a fait parce que justement, on savait qu'on allait bénéficier d'une expertise locale de certains artisans. Je crois que je vais être obligé de citer une entreprise qui manie le fer. Voilà, l'entreprise Collinet notamment, où je pense qu'il y a des choses, des spectacles
ils allaient se faire, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'ils auraient eu un autre niveau d'échelle s'il n'y avait pas eu ce côté chiche, on va faire ça, mais on ne sait pas comment. Est-ce que tu peux nous aider à trouver l'expertise? Et là, on a eu cette aide énorme, vraiment d'experts, de comment faire certaines scènes pour qu'il y ait vraiment un rendu incroyable. Alors, je pense notamment à des câbles tendus sur tout le site pour faire circuler des tapis volants, ce qui est normal. Des structures super lourdes qui arrivaient, qui repartaient en un temps record. On peut citer Bernard Grange, par exemple, et puis, voilà, qui nous a amené les faits fer à béton. On l'a utilisé vraiment énormément. Ouais. Mais il y avait aussi des expériences moins techniques, mais un peu farfelues, comme la plante carnivore qui dévalait le site, et où j'ai dû coudre des kilomètres de tissu vert pour mettre dessous 50 personnes qui rampaient pour faire avancer la plante. Même pas peur. Ouais. Mais des défis, il y en a à tout niveau, je pense. Ouais. Et ça, dès les premières années. Ça, c'était en 98. En fait, il faut dire que de 85 à 97, il n'y a pas eu de coupure et il y avait toujours une équipe. Et puis, après le Son Lumière de 97, là, il y a eu un petit flop où il n'y avait plus d'équipe qui repartait. Et je me souviens bien, un soir de bringue, on s'est retrouvés un certain nombre d'anciens où on s'est dit non, mais c'est pas possible que ça s'arrête, on va trouver une solution. Et on s'est retrouvés 4-5, dont Christian. C'est un peu... Et on s'est dit, nous, on a un peu de temps cette année-là, ça tombe bien. Mais le but, c'est de trouver des jeunes et de relancer. Et de surtout trouver une autre organisation, puisque la coordination, elle s'est un peu affinée à ce niveau-là. Et on a un peu donné... certains s'occupaient que de la publicité, d'autres s'occupaient que du matériel, du décor, etc. On a passé beaucoup de temps à faire autant jusqu'à présent, jusque-là plutôt. Tout le monde faisait tout. Voilà, les mêmes personnes, le noyau était très, très dense, c'était que quelques personnes qui menaient tout de A à Z. Et quand effectivement, en 97, on s'est dit, OK, il faut repartir, nous, les pseudo-anciens, mais à la condition de structurer l'organisation vraiment du Son Lumière pour... Ça soit moins lourd, en fait. Parce qu'on s'usait, les dernières personnes, je pense qu'elles étaient fatiguées de tout mener. Donc, il était important de revoir l'organisation et effectivement éclater tout et de se dire que ce sera plus simple à l'avenir de remplacer une personne qui voudra arrêter. Et c'est bien normal, les choses. Mais ça fera moins peur à des personnes pour venir, ne serait-ce que de dire, voilà, je gère les parkings. Ah ouais, c'est quoi, trouver 20 personnes pour garder les parkings. Scénariste, tu peux ne faire que le scénario. Tu n'as pas la lourdeur des répétitions, de trouver des sponsors, etc. Donc ça, c'était une période, je pense, vraiment charnière, un virage vraiment dans l'organisation. Tout ça, on a osé être farfelu, parce que hasard et mandibule, il faut déjà y aller. Et ça a montré aux jeunes qu'on pouvait délirer et faire des choses bien, quoi. Ouais. Donc au fur et à mesure des années, ça s'est structuré pour donner un ordre d'idée aux gens. Enfin, il y avait 400 bénévoles tout de suite dès le départ, ou c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure. La première année, je dirais que non. Je ne sais pas combien il y avait d'acteurs. Déjà, à la musique, on était peut-être entre 80 et 100 peut-être. Mais ça s'est vraiment développé 400 du moment où on a été là. Je dirais 89. Donc à partir des années 80. Donc 90. Ça a été assez vite parce que 85, 88, 89, on était déjà à ce niveau-là. Avec par contre, au niveau des costumes, on louait tout à l'époque. On en faisait faire quelques-uns, mais très peu. Alors que maintenant, y a vraiment le pôle couturière et qui nous font des costumes resplendissants de fou. C'est une activité dans l'activité. Par exemple, cette année, 130 acteurs, 130 costumes et même un peu plus parce qu'il y en a qui changent. Ça a été quand même une révolution et une organisation. Ouais. Et en plus, quelques années après, alors je ne me souviens plus de la date, mise en place de la location de ces costumes, puisqu'ils dorment finalement, on les s'en sert 1 an. Alors on en réutilise quelques-uns, mais pas, très peu finalement, et possibilité pour l'ensemble des monts et plus même de venir les louer. Donc il y a vraiment une structure costume, aussi bien réalisation que vie de ces costumes après tout au long de l'année. Non, si on parle, on a parlé organisation, si on revient sur les débuts, au niveau des thématiques qui étaient traitées, du coup sur le spectacle, c'était déjà le principe, une année, une thématique. Quels étaient les thèmes à l'époque ? On n'est pas resté, parce que son et lumière, si on va un peu voir ce qui se passe ailleurs, on reste dans de l'histoire.
Et en fait, c'est notre équipe qui était comme ça. On a fait les 2 premiers histoires et après, on est parti carrément dans autre chose. Et je crois que ça nous a porté et c'est ce qui fait que les jeunes continuent dans ce sens-là. Donc, 87 la musique, 88 la communication, 89 les droits de l'homme. Là, ça a été un grand moment, déjà parce que le site, et puis on avait réussi à faire passer vraiment de l'émotion. Puis comme disait Christian tout à l'heure, avec de la technique, nous faisions un final avec des lampes électriques. Et en fait, tout le monde s'en souvient, et c'était tout simple. Et voilà. C'était simple mais efficace. Ouais, voilà. Et donc 89, 90, c'était le cinéma. Et 91, je me suis un petit peu éclipsée. C'était plus moi. Et je suis revenue en 98 pour le rebondissement. Et après, je me suis arrêtée très longtemps. Et je reviens depuis 3 ans pour jouer, grâce à mes enfants qui ont envie d'y remettre les pieds. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a un ADN et puis aussi un esprit familial et on le sent. Et d'ailleurs, je disais l'autre jour, regarde tous les jeunes qui sont là, c'est à toi que je le disais. Ouais. Ce sont tous les enfants de mes amis qui étaient au Son Lumière avant, quoi. On donne envie. Maintenant, on va enchaîner sur la période d'après, la décennie d'après, avec toi, Christian. D'un point de vue des évolutions majeures qu'il y a eu sur les spectacles, tu as commencé à en parler, sur le fait d'avoir des super décors. S'il y avait des moments marquants qui te retiennent ton attention sur la décennie que tu as couverte aux responsabilités, quels seraient-ils ? Déjà, pour faire le lien avec ce que disait Eliane, 97 a été une année qui me semble vraiment charnière dans l'organisation du Son Lumière, à plus d'un titre. D'une part parce qu'au niveau de la Maison des Jeunes globalement, il ne faut pas oublier que la Maison des Jeunes est derrière tout ça, il y avait vraiment une dynamique nouvelle qui arrivait avec un emploi jeune qui devenait responsable du pôle enfance au sein de la MJ, chose qui était complètement nouveau. Et il avait en charge de trouver des choses à faire avec les enfants, les ados. Et le Son Lumière était l'un des outils qu'on a vraiment beaucoup travaillé avec lui. Donc du coup, il y avait cet apport, ce lien étroit avec la jeunesse vraiment de la MJ. Et puis, comme disait Eliane, là, c'était l'année où on a remis tout à plat, à se dire il faut vraiment s'organiser. Et je sais que là, c'est toujours le cas. On est toujours, je ne veux pas dire qu'on est toujours dans le même type d'organisation, mais le côté toujours étendre un peu plus, d'avoir plus de personnes responsables de choses peut-être un peu moins lourdes qu'à une époque, pour pouvoir être plus dynamique sur les changements et les évolutions plus tard. Donc pour moi, c'est surtout ça, le moment charnière du Son Lumière. C'est de vouloir organiser pour impliquer plus de monde, un peu plus par pôle. Et en parallèle de tout ça, le numérique a commencé à faire son apparition, les années 2000. Et il faut bien voir qu'à l'époque, jusqu'à 97, dès qu'on avait besoin de quelque chose ou d'un renseignement, c'était le téléphone ou voir les personnes directement. On n'avait pas des groupes WhatsApp. On n'avait pas... donc la moindre chose était assez lourde au final. Et c'est ce que je note maintenant, dès que quelqu'un a besoin de quelque chose dans un groupe WhatsApp, est-ce que quelqu'un a, c'est tout bête, ça peut être des accessoires, mais ça peut être qui a un tractopelle de disponible pour quelque chose. Donc du coup, voilà, pour moi, les éléments majeurs, c'est vraiment le numérique, mais dans tous les niveaux. Ça va être la communication interne, donc les groupes WhatsApp, etc. La publicité aussi, on a pu accrocher des télévisions, BFM TV, enfin TLM à l'époque, commencer à faire de la pub vers l'extérieur. Comme on avait des gradins importants, il fallait aussi voir plus grand, en fait, tout en structurant, tout en essayant de garder l'âme. Un point important, à cette époque-là, on s'est demandé si on continuait comme ça, 100% bénévole, ou si on faisait... pourquoi pas comme le grand frère, si on peut dire, pour certains, le Puy du Fou, de professionnaliser certains secteurs. Et c'était des débats assez vifs, assez compliqués. C'était très intéressant. Que vous avez eu sur quelle période, ça ? Alors, c'est dans les années... J'ai souvenir 2010. Ouais. J'ai souvenir d'une grosse réunion où on avait mais 97 déjà, on oui, l'avait, alors, mais je pense que ça a dû revenir plusieurs fois. Alors peut-être, mais j'ai souvenir de cette réunion assez importante où... c'est vrai qu'il y a un moment, ça devient tellement lourd en tant que bénévole que quelquefois on se dit « Oh là là, mais si quelqu'un… » Bon, ok, on pose l'affaire. Mathieu, qui avait cette compétence de mettre en parole des groupes, nous avait accompagnés en disant « Bon, ok, qu'est-ce qui est important pour nous le Son Lumière ?» Donc, il y avait cette réflexion-là. Ensuite,
qu'est-ce qu'on pourrait déléguer, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde à tout prix. Et finalement, en fait, cet esprit de famille, cet esprit de rien n'est impossible, cet esprit de chacun donne ce qu'il veut, avait pris le dessus. Et on s'est dit, en fait, tout ça, c'est pas compatible avec du professionnel. Qui dit professionnel dit qu'à un moment, il faut rationaliser. Donc, le impossible, on le met de côté. Qui dit professionnel dit compter ses heures, c'est normal. Enfin, je veux dire, voilà, on est payé pour faire une tâche. À un moment, on dit, stop, je rentre chez moi. Quand on est bénévole, on dort sur le site. Regardez, il y en a, ça fait 3 semaines qu'ils dorment là dans un hamac et ils sont contents. Vous pouvez pas demander ça à un professionnel, quoi. Il y a un maximum de jeunes. Le son lumière, c'est leurs vacances. Ouais. Enfin, nous, ça a été nos Voilà, vacances. c'est ça. À moins de vacances pour le son lumière, c'est clair. Et c'est clairement des vacances intellectuelles au sens où on décroche de tout parce qu'on vit dans un monde parallèle. Soyons clairs, Même c'est quand un on monde est parallèle. capteur, break. Et j'ai souvenir de cette grosse réunion en plusieurs étapes où on avait posé tout ça et le bilan avait été oui, c'est dur, oui, il y a des jours où c'est tellement gros, il y a tellement de choses à donner que oui, c'est pas forcément évident tout le temps, mais en fait, le fait des bénévoles nous permet de l'excentricité et de la liberté de faire ce qu'on a envie. Et de faire des folies. Ouais. Et de porter cette ambiance-là, ce qu'on fait voilà, passer et cette comme famille message. en disant, voilà, viens, qui tu es, d'où tu viens, on s'en fiche, viens. Ouais. Mais ça m'est arrivé l'autre soir où j'ai retrouvé quelqu'un que je connais professionnellement et qui vient d'être à la retraite et qui me dit « mais cette ambiance, ça me fait envie ». Elle habite Turin, je dis « viens ». Mais peut-être que l'année prochaine, elle est là, on verra. Dans la même expérience sur je débarque de nulle part, elle est scénariste cette année, elle est à la poursuite. Théa, pour ne pas la citer. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de la citer. Elle est arrivée l'année dernière à Saint-Martin pour travailler. Elle a demandé à son patron en disant voilà, j'arrive, comment je fais pour connaître des gens? Inscris-toi au Son Lumière. Son patron, il était partie du Son Lumière. Il a vécu un certain nombre d'années ici et il lui a dit inscris-toi au Son Lumière. Elle est arrivée en disant bonjour, je connais personne et aujourd'hui elle est scénariste et elle veut pas partir. Ouais. Et on continue. Oui, c'est pas le souci d'y rentrer, c'est le souci d'en sortir. C'est moins évident de lâcher de. Je me verrais pas aller dans les gradins, quoi. Alors, par expérience, je peux te dire qu'il faut laisser passer un peu de temps. Parce que tu as tellement été dans la technique, mise en scène, tout ça, que tu vis pas le spectacle, tu vois les détails, tout ça. Et quand tu as laissé passer 10 ans, c'est bon, tu peux revenir, tu vis le spectacle. Au moins 10 ans. Oui, puis c'est une histoire de famille, donc on revient forcément, on a forcément toujours des liens avec le Son Lumière, je crois. Autour de la table, vous êtes tous bien placés là-dessus. Et je reviens sur un peu la trame, quand tu me poses la question, quels sont les trucs majeurs que j'ai pu voir. Il y a aussi un point que je me rappelle maintenant, en 97, on s'était posé la question aussi, comme le Son Lumière n'est qu'une activité de la Maison des Jeunes, est-ce qu'il ne faut pas sortir l'activité de la Maison des Jeunes parce que c'est tellement gros, donc il y avait cette question-là, et derrière cette question, il y a aussi le côté financier. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de c'était quelle année 88, où on avait eu un fort déficit parce qu'on a pu jouer 15 soirs sur les 3. La question est, quand le Son Lumière arrive à faire du bénéfice, qu'est-ce qu'on fait de ce bénéfice? Est-ce qu'il vient éponger les dettes des autres activités de la MJ, ou au contraire, on essaye d'être de plus en plus indépendant financièrement, puisqu'avant, il fallait louer les gradins. La mairie a acheté des gradins pour qu'on soit plus à l'aise financièrement, mais à une époque, c'était extrêmement coûteux de faire un Son Lumière. Et d'année en année, et je sais que 97 ou 98 a été une année importante, parce qu'on a pu se dire, on a une somme d'argent importante, on va acheter du matériel son et lumière. Et là, c'est une première, on achetait de la technique pour être vraiment indépendant, et pas à passer peut-être 30-40%, je ne sais plus les chiffres, mais des recettes à louer du matériel, en ayant toujours l'épée de Damoclès du temps. Et là, l'idée de cette époque-là, de 97-98, ça a été d'essayer de se dire, c'est le moment d'essayer d'être le plus indépendant possible, être zen, quoi qu'il advienne. Si jamais il pleut 3 soirs sur 4, il ne faut pas qu'on ait un gouffre financier pour la MJ, et que ce soit le judo qui va compenser les pertes du Son Lumière, quoi. Ce serait dramatique. Donc, c'est des années où on a fait le choix de passer des sommes, à l'époque, en Océan, c'était des débats assez importants, des sommes astronomiques, des 100 000 francs, pour acheter du matériel pour un spectacle qui peut-être n'aurait plus lieu, puisque c'est complètement bénévole. On ne sait pas si le Son Lumière va continuer 1 an, 2 ans ou pas. Donc, il y a ce pari qui avait été fait aussi dans ces années-là, de se dire on met de l'argent sur du matériel
parce qu'on pariait que ça allait durer, quoi. Et la mairie a parié sur nous aussi. Et la mairie aussi, ouais, tout à fait, ouais. Et pour moi, c'était un moment important pour justement être, comme on dit là, on a l'impression que tout est rose, tout va bien, mais parce que maintenant, financièrement, il y a moins d'implication, moins de stress, j'allais dire, à faire un spectacle. Si au pire, on ne peut pas jouer 3 soirs sur 4, a priori, on ne va pas trop mettre en péril l'aspect. Voilà. Donc c'est quand même un sujet important quand on porte le son lumière et qu'on se dit où est-ce qu'on va. Donc ces années-là, pour moi, ont été prépondérantes pour ça, quoi. Je pense que pour la continuité, il y a une richesse aussi, c'est qu'à 25 ans, on est vieux. Et c'est la clé parce qu'il y a plein d'autres villages qui montent des animations. Et si c'est tout le temps les mêmes personnes qui restent, eh ben, on s'épuise et il n'y a rien derrière. Parce qu'on trouve que c'est trop gros, on n'y va pas. Alors que là, eh ben, on reste bon, il y a les indécrottables là, qui sont encore là, mais sinon, sinon ça permet qu'il y ait un rebondissement. Même si ça fait un peu ça, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Et puis en plus, c'est tellement fabuleux. Moi, ça me fait vraiment sourire. Enfin, je trouve ça génial de se faire diriger, entre guillemets, c'est pas une direction, mais par ses enfants ou par des jeunes qui ont 20 ans alors qu'on en a 50. Ouais, tu te mets là, non, plus comme ça, et là, tu fais ça. C'est génial. Mais c'est eux qui ont la main, quoi. Ouais. C'est eux qui vont. Et puis eux, ils ont l'insouciance de croire que les choses impossibles, on va les faire. Et ils les font. Alors que nous, on est là, ouais, non, mais il ne faut jamais y arriver. Eh ben si. Ouais. Ce qui compte pas le temps, l'énergie, etc. Ouais, c'est top. Et c'est génial, ça. Moi, ça me réjouit à chaque fois de me dire, il a 20 ans, il me dit, non, plus à droite. Ok, j'y vais. Oui, chef. Ouais. Mais c'est rigolo de... Tout à l'heure, tu disais, si on pouvait résumer le son-lumière en quelques mots, pour moi aussi, c'est une école de la vie. Parce que quand du haut de tes 15, 17, 20, même 30 ans, tu apprends énormément de choses. Hein. La gestion du stress, rétro-planning, le savoir voir l'intérêt général, donc savoir des fois... revenir sur ce que tu veux aussi, savoir gérer le site. À Rochefort, il y a des habitants. Moi, je me rappelle, c'était un truc important aussi d'arriver à diffuser le message en tant que responsable, de bien faire prendre conscience aux gens qui s'éclatent ici, qu'il y a des gens qui vivent là toute l'année, depuis des années, depuis 40 ans, et qui se tapent tout l'été, plein de gens autour. Il faut être conscient de prendre en considération, d'avoir du respect envers tous ces gens. Et c'est très important d'aller les voir, les rencontrer, dès qu'on organise le spectacle, pour pouvoir améliorer s'il y a des choses à améliorer. Et dans ce qu'on apprend aussi, je pense qu'il y a aussi ce côté humain, parce qu'il y a 100 acteurs. Dans les 100 acteurs, il y en a qui vont se positionner tout de suite dans ce qu'ils attendent. D'autres, ça va être plus compliqué. Et je trouve que d'année en année, ils arrivent toujours à se débrouiller pour pas dire à la personne « Non, là, t'es nul. Hein. Ils vont jamais faire ça. Ils vont toujours prendre soin. » Ça, c'est super. C'est ce qui fait revenir les gens, en fait. Et cette humilité, je ne sais pas si c'est le bon adjectif, mais en fait, il n'y a pas de glorification de un tel, il est bon, il est bon acteur, ça sera toujours lui qu'on va prendre et les autres, peu importe. Non, tout le monde est le bienvenu et on fait en sorte de faire tout tourner. Et il n'y a pas, lui, il a fait un truc extraordinaire, on le met sur un piédestal, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, non. On a besoin de tout le monde, en fait. C'est-à-dire que même Madame Machin ou Monsieur Machin qui nous apporte à manger parce qu'on travaille toute la journée sur le site et toute la nuit, et sans lui, on ne peut pas faire ça parce qu'on a besoin de manger. Sinon, on s'arrête, on va préparer le repas et on perd du temps. Et cette interdépendance, cette humilité face à toutes les activités, toutes les tâches à faire, c'est assez fabuleux. Et les émotions, la gestion des... Enfin, pas la gestion, non, mais la vibration des émotions qu'il y a ici, c'est un truc de fou. J'avais la réflexion d'un jeune qui disait « Oh là là, mais il y en a, ils pleurent tout le temps. Je sais pas, ils pleurent de ci, ils pleurent de ça, ils pleurent de joie. » Alors en fait, ce qu'on donne ici est tellement fort que, à un moment, on va être dans une extase de content parce que c'est fabuleux. À un autre moment, on a tellement mis un truc et puis ce truc, ça n'a pas marché, qu'on s'effondre, mais parce qu'on vibre. Et cette vibration, elle va au bout, quoi. Ouais. Et c'est fabuleux parce qu'on apprend à se connaître soi. Isabelle, on va passer maintenant à ta période et puis on va parler aussi plus de la partie scénario. Et puis l'évolution des scénarios au fur et à mesure de la période de toi que tu as vécue. Et puis, on va faire le rebondissement après avec Jordan aussi sur ce qu'il a mis en place lui de son côté.
Comment tu as vécu les scénarios, toi, de ton côté? L'écriture du scénario, on en discutait un petit peu avant. En fait, la base est un peu toujours la même. On se retrouve vers fin décembre. Il y a une équipe qui se forme. Là-dessus, petit débrief, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Le thème, alors plusieurs thèmes sortent. On fait un vote, on brasse un peu tout ça. Et puis à un moment, pouf, il y en a un qui sort. C'est le vertige de cette feuille blanche. Quoi. Voilà, c'est assez vraiment. fabuleux de te dire, bon, cette année, on fait quoi? Tu as cette petite feuille blanche qui, quelques mois plus tard, devient tout ça. Quoi. Parce qu'il faut rappeler aux gens que vous repartez de zéro chaque année avec un nouveau thème. Et puis, c'est notre force. Et c'est ce qui fait que... Si on faisait toujours le même thème, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Ouais, c'est ce qui fait que les jeunes peuvent s'en emparer. C'est-à-dire qu'eux, ça va devenir leur truc. Ouais, enfin, chaque année, ça devient le truc de l'équipe. Donc on s'investit à fond. Le premier dilemme de la cohésion du groupe des scénaristes, c'est de se mettre déjà d'accord sur un thème. Parce que si le thème ne plaît pas, c'est compliqué de continuer l'histoire, quoi. De s'imaginer, de se projeter, quoi. Parce que du scénario se décline tout le reste, c'est vraiment la base. C'est le squelette, comme disait Christian. C'est le squelette. Donc décembre, début janvier, on a décidé. Fin janvier, il faut que le thème soit décidé. Voilà. Et là, après, moi, dans mes souvenirs, chacun lance ses idées, les plus farfelues, des bêtises, des rigolades, Et si chiche pas cap, on faisait ça, on brasse tout, on essaye d'organiser, ça structure petit à petit, on trouve un lien, une histoire. Quelquefois, l'histoire vient tout de suite et c'est ensuite les anecdotes qui viennent après. Quelquefois, c'est les anecdotes qui vont faire la trame. Ça dépend des années, ça dépend de l'équipe. En gros, il faut quoi? Avril, mai, on est bouclé l'histoire. Avril-mai, tu vas attaquer les dialogues, donc il faut que ton histoire, que tu aies ton fil conducteur, que tu aies tes personnages, que ça tienne la route aussi. Oui. Parce que des fois, tu t'aperçois que en fait, tu as écrit, tu es content, mais tu dis, mais là, en fait, là, ça marche pas. C'est que ton délire à toi. La relecture, oui, des fois, il y a. C'est important de lire à des personnes neutres. Voilà. Moi, j'ai enregistré des voix la semaine d'avant parce qu'on s'est rendu compte que notre fin ne marchait pas du tout, en fait. Ouais. Nous, on la voyait, mais une fois jouée, en fait, non. Les gens sont pas. C'est très compliqué, ça, je trouve, moi, quand en réunion, on fait un truc, mais c'est génial, enfin, on est tous, c'est excellent. Et des fois, il faut faire le deuil de cette scène en disant, mais non, en fait, on a déliré dessus, mais ça va être compliqué. Mais c'est difficile de faire ce... On fait un dragon qui crache du feu. Voilà, bah oui. Si, on va le faire. Ah bah si, on y est arrivé quand même. Mais Ça sert bien. Ça sert bien. 3 têtes. Je pense que plus les défis est haut et plus ça nous motive, en fait. Oui, en plus. Et puis c'est ça qui est drôle, quoi. Ouais. Quand on se retrouve à aller chercher des brûleurs de montgolfière pour faire cracher du feu au dragon, tout le monde trouve ça drôle, quoi. Donc avril-mai, les dialogues, la fin de l'histoire. Sachant qu'en parallèle, février-mars, il faut chercher les sponsors, faire les appels aux bénévoles. Bonjour, est-ce que vous êtes là, dispo, machin. Commencer à penser les décors, les costumes. Oui, il n'y a pas que l'écriture du spectacle, il y a tout ce qui est à côté aussi, à penser, à prendre des petites notes. Il y a des choses qui se font en parallèle, alors que rien n'est encore franchement écrit. Je me rappelle justement la recherche de sponsors, des fois quand un sponsor vous disait, mais ça va être quoi l'histoire? En fait, on ne sait pas trop encore. Et il faut que je vous sponsorise quelque chose. Et il y en a d'autres qui ne se posent pas de questions. C'est, mais oui, allez, hop, on vous fait confiance. Quoi. On connaît. Mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire. On est tout de front, alors que rien, enfin la base n'est pas là, le squelette n'est pas là, mais il faut quand même que l'organisation autour soit déjà dans les starting blocks. Quoi. Ouais. Le timing quand même qui reste, c'est que fin juin, on est censé avoir quand même les acteurs et pouvoir commencer les répètes. C'est ça. Même, alors cette année, on a commencé les répètes choré le 7 juin. Attention. Révolution. Chorégraphie, pardon, pour dire le terme en entier. Les répètes chorégraphie le 7 juin. Mais effectivement, 20 juin, l'histoire est complète, les dialogues sont faits. Complète, c'est un grand mot, mais oui, on a... et on y va, quoi. Ouais. Et on y va. Et dès fin mai, on fait l'appel bénévole. Donc on réunit tous ceux qui se disent pourquoi pas. Ils arrivent en disant moi je veux bien faire à manger, je veux bien faire les décors, je veux bien jouer, je veux bien voilà. On leur explique l'histoire. Alors entre nous, quand on est acteur, on rigole en disant mais t'inquiète, l'histoire on la comprendra en octobre. Alors ça vient du fait que quand on nous la raconte, effectivement, quand les scénaristes la racontent à l'appel bénévole, il faut 10 minutes pour la raconter, pas plus, alors que c'est un spectacle d'1h30. Et puis quand on joue la scène 1, on joue la scène 4, on joue la scène 7.
Et il y a plein de scènes, on est en train de se changer, on passe d'un costume à l'autre, on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux, on en a entendu parler éventuellement, mais on n'a pas l'ensemble de l'histoire. Et au mois d'octobre, quand on regarde le film du spectacle, on dit « Ah, mais donc, c'était ça !» Mais quand même, moi, c'est l'année où vraiment, cette année-là, où ils nous photocopient le texte, le déroulé du spectacle. Oui, Jamais vu ça, moi. c'est Hein. vrai, c'est vrai. Belle avancée. Moi, je me pose une question sur le scénario quand même. C'est comment on arrive à construire une histoire comme ça où il faut arriver à faire des temps forts, des temps plus calmes. Comment on arrive à construire une histoire captivante? On fait des week-ends scénarios. C'est-à-dire? Et ben on part avec l'équipe. Alors, nous, on partait du vendredi soir jusqu'au dimanche fin d'après-midi. Et dans le week-end, et ben, autre que la cohésion de groupe, de s'entendre ensemble, de faire des activités, ben, on avait des demi-journées où on avançait beaucoup sur l'histoire et qui permettaient de relayer plein de scènes entre elles pour vraiment savoir où on était. Parce qu'une réunion par semaine, les vendredis soirs, il y en a un qui faisait une scène dans son coin, l'autre. On mettait un peu en commun, mais on n'était pas sûr de la cohésion de tout. Donc dans un week-end, quand tu travailles bien sur le spectacle que tu avances, tu vois un peu plus clair. Et ça, c'est des choses qui ont été mises en place tout de suite, les week-ends scénarios? Non. Ça a commencé... 99 ou 2000, je pense. Ouais. Peut-être pas bien avant. Toujours fait ça. Non, 2000, ça a commencé. 2000, j'en ai c'était eu l'une les des parents, évolutions. On avait peut-être un coordinateur qui suivait l'ensemble du spectacle. Plus. En même temps, je dis ça, mais on a toujours fait des groupes et après, on faisait de la cohésion. Hein. Et alors, pour donner une petite idée, ça commence par une réunion par semaine. Au mois de mars, on passe à 1, 2. Au mois de mai, on rajoute les week-ends. Au mois de juin, on en a encore un peu plus. Juillet, on y est Tous les soirs, parce qu'il y a tous les soirs. Et puis août, on y est nuit et jour. Ouais. On apprend à vivre la nuit. Se régler les lumières, ça se fait que la nuit, quoi. Donc, C'est vrai. Ça a toujours existé, par contre. Il n'y a pas de... Et donc, il y a des défis narratifs quand même quand on construit une histoire. Eh C'est ben- compliqué ou ça vient naturellement? Et ben en fait, j'ai pas souvenir On se fait confiance à d'un notre défi créativité, ou d'un squelette prédéfini en disant attention, tel temps, il faut des temps forts, il faut des temps calmes. J'ai pas souvenir de ça. Si, moi, si, Ouais, justement. alors, Je me rappelle, ça devait être 98, 99 ou 2000, il faudra vérifier. Mais dans l'équipe, il y avait des personnes qui avaient déjà participé à des spectacles. Je me rappelle de Christophe. Oui. Et qui nous avait mis en garde là-dessus. Dire attention, un spectacle, il faut vraiment des temps forts, quelque chose de rapide, de speed, des moments calmes. Et faire attention qu'on n'ait pas 2 scènes consécutives dans le même rythme. Parce que c'est. Donc, moi, j'ai pris conscience de ça, je vais dire, dans ces années-là, quoi. De la construction du spectacle, d'enchaîner les scènes de façon à ce qu'il y ait un changement de rythme assez fréquent pour pas n'avoir au moins 2 scènes identiques dans le style, quoi. Genre, C'est vrai qu'il y a eu plusieurs spectacles où il y avait des longueurs. On Oui. se faisait avoir quand même. ouais. Par rapport mais au rythme. effectivement, oui. Tu Mais le dis, ça se fait en réfléchissant et en même temps intuitivement parce que Ouais. parce qu'on a C'est envie. peut-être inclus maintenant, Ouais, enfin c'est- complètement intégré, ouais. Et Mais- dans la Je dirais relecture, je pense que les gens qui nous- relisent Nous, on n'avait nous pas alertent trop de sur ce recul genre par de rapport à choses. tout ça. Alors que vous avez tous au moins joué, vous avez fait des choses avant d'être scénariste. Du coup, il y a déjà... On voit le scénario aux anciens qui le lisent et qui disent bah non, là, pas top, là, ça c'est pas mal, là, je ferai ça. Et du coup, ça permet de Ouais, réajuster, ouais. d'avoir un œil extérieur, c'est vrai Ouais. que c'est. Nous, Ouais, je c'est dirais obligatoire, qu'on ouais. l'avait avec Germaine Mur. Oui. Et Ouais, puis ouais. Jean-Louis. C'était le. Ouais. Voilà. Et puis, ce qui s'est... Alors ça dépend de l'équipe, mais ce qui s'est fait certaines années, c'est quand ça a un petit lien avec quelque chose qui a existé, d'aller faire des recherches, d'aller voir ce qui se fait, voir ce qui existe, chercher dans des livres. Une année, on avait fait Marco Polo. Bon, bah voilà, Marco Polo, c'est qui? Il est allé où? Il a rencontré qui? Bon, et puis là-dessus, on invente le reste parce qu'on est des jeunes, parce qu'on a envie de s'éclater, parce qu'on a envie de fabuler l'histoire. Il y a un thème qui ne s'est pas fait une année, enfin l'année du Covid, de 2000. Le thème choisi était Versailles. Ils ont choisi d'aller à Versailles pour se rendre compte sur place de ce qui était, pour s'imprégner de tout ça. Bon, il y a eu aussi ça des s'est groupes pas qui sont joué. allés au Puy du Fou pour prendre des idées. Moi, j'avais pris des idées un peu. Hein. Ouais. À notre petit niveau, c'est sûr. Cette année, Mais quand dans le Far West, pour construire la fresque du bas, j'ai pris mes plus beaux Lucky Luke
Et on les a ouverts en se disant, bon, alors, à quoi ça ressemble une maison de cow-boy version bande dessinée? Parce que l'avantage, c'est que c'est déjà épuré. Donc, voilà, on est déjà dans le spectacle, on est déjà dans la figuration et ça nous va, quoi. Alors, est-ce que c'est une référence? Si, bien sûr. On va enchaîner sur les décennies passent, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu arrives à peu près sur ces périodes-là. Le son lumière a déjà un rayonnement. Oui. Est Moi, connu. quand j'arrive, c'est quand même déjà plus facile qu'à votre époque parce que c'est déjà tout structuré. Les gradins, la régie, les lumières, on a tout. On a le site. Il y a plus... c'est plus facile. Hein. Ben ouais, mais il n'y a plus qu'à demander. c'est Il y a plus plus qu'à lourd. demander et on sait qu'on a déjà les bases. Pour les entrées, il n'y a pas besoin de les appeler 15 fois. Tu leur dis les entrées, ouais, ben c'est bon, Ce que machin. j'allais dire tout à l'heure, les bénévoles, il y en a quand même un gros pool qui revient chaque année. Ouais, et beaucoup de choses qui sont rodées, quoi. Ton rôle de coordinateur, c'était plus d'activer les responsables de différentes C'est ça. Remettre une sous-groupes. pièce Et c'est à lui reparti. de. Voilà. Ouais, mais c'est moins compliqué qu'à votre époque. Et puis on a quand même la technologie, les ordinateurs, les portables, les machins. Quand tu es bloqué à Rochefort, un coup de téléphone et puis ça fonctionne, quoi. Évolution technologique, on en parlait un peu en Pour moi, préparation de c'est- l'émission. Ouais. Rappelle-nous un peu comment ça se faisait, hein, une bande son à l'époque, et puis pour mettre en Ouais. comparatif Oui. par rapport à aujourd'hui. C'est clairement pour moi la révolution du son lumière, c'est vraiment enfin pas que, mais principalement le côté technique où enregistrer les gens, il fallait demander à la liste complète des personnes qu'on avait présélectionnées pour parler sur la bande son, de venir un jour précis. À un lieu précis. Alors à une époque, c'était vraiment dans des studios professionnels que des copains nous prêtaient. Et avec une bande comme des cassettes, comment on appelle ça? C'est du Magnétique, ouais. voilà, Enfin, c'est les cassettes, une bande magnétique et il fallait enregistrer de A à Z. La première personne qui parle, elle parle, chute, tout le monde derrière se tait, on enregistre. La deuxième qui parle, c'est lui, et ben tu rentres vite, tu parles. La troisième, enfin voilà, il fallait vraiment enchaîner. Pour peu que quelqu'un avait quelque chose à dire au début ou à la fin, il passait une journée à attendre ces deux moments précis. Et alors que maintenant, voilà, on voit bien, on s'enregistre. Tu le Plus disais, la on musique à change. mettre dessus, où on coupait avec un ciseau et on collait avec du scotch. Et il fallait que le son passe nickel. Donc ça nous prenait plusieurs nuits quand même. Imaginez des grandes bandes magnétiques énormes avec des. Quand on les rembobinait, on voyait plein d'espèces de post-it là, qui tournaient dans tous les sens. Il ne fallait pas qu'ils partent. Parce que c'est là où il fallait couper en biseau pour recoller par-dessus les différentes parties lumière, parties musique à coller avec le. Ce qui faisait qu'on n'avait pas du tout ce volant que vous avez maintenant. Il y a un truc qui ne marche pas, hop, on réduit, on ajoute. Alors que nous, ce n'était pas possible. Ouais. Du coup, les longueurs du spectacle, ça venait aussi de ça. C'est qu'une fois que c'était enregistré, fini. On ne pouvait plus y toucher. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup plus numérique, ça arrivait à quelle époque à peu près, le numérique? Dans les années 2000, hein, je pense. Ouais, 2000, 2001. 2000, Ouais, tout ça, 2000-2001. Ouais. On a pu être. Euh, J'allais dire avoir l'indépendance T'étais pas technique. Elle vient de là, je pense, dans ces années-là. Ouais. 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 Où juste avant, effectivement, on était obligé de se baser sur vraiment des vrais professionnels. Alors, on parlait de Jean-Louis pour la lumière, mais il y avait aussi quelqu'un qui a vraiment compté à une époque. C'était Libert, une personne qui habite Brindin, là, dont c'était le métier, et qui était vraiment ultra important pour nous aider justement à faire toute cette partie son, prise Oui. de son correcte, etc. Et effectivement, après, c'était chez vous, notamment Ouais, dans dans le votre sous-sol, garage, quand les premières expériences numériques du son lumière, elles ont dû Ouais. se faire chez vous. Quoi. Ouais. Ouais, dans le Donc, c'est sous-sol. les années 2000, effectivement. On avait, il se trouve qu'on avait une cloison Ouais. avec une vitre, donc Ouais. ça faisait studio. On avait mis des draps tout le tour pour éviter la résonance, enfin bricoler le truc. Libert était de l'autre côté avec sa grande table, et puis là, on avait la possibilité de faire venir les gens quand ils pouvaient. C'est ça. Donc tu viens, t'enregistres, on coupait et on racolait après. Et aujourd'hui, ça nous est arrivé, tu le disais, il y a une voix qui passe pas, on prend quelqu'un d'autre ou on refait, on recolle au dernier Quand moment. j'ai fait acteur principal en 2005, je devais enregistrer ma voix, vu que c'est mieux, c'est toi qui joues. Mais en fait, au micro, c'est pas. Puis je t'ai pas fait pour, quoi. C'est un métier aussi de savoir parler au micro. Donc ils ont pris quelqu'un d'autre. Mais c'est l'avantage que si ce jour-là, je venais pour les cassettes et que tu vois que ça fait pas, c'est moins drôle, quoi. J'ai une anecdote aussi par rapport à au décalage technique. Ça devait être en 87 pour la musique, où je ne sais pas quelle idée loufoque nous a pris, mais nous avions une séquence où on passait des diapositives.
Et ce qui devait arriver arriva, le panier a chuté. Et donc, il a fallu rester stoïque pour remettre chaque diapositive de bon côté avec nos 200 spectateurs qui se marraient. Là, tu parles de... Oui, on pourra peut-être venir à un moment, je ne sais pas si c'est prévu, mais des coups, enfin des choses un peu comiques ou stressantes. Mais il y aura matière à parler aussi. On pourrait faire un podcast que là-dessus. Oui, parce que rien que les 2 jours qui viennent d'avoir eu lieu, il y en a à raconter. Non, ils en passent chaque année et je pense qu'il y a matière à faire que ça. Comment ça a évolué, toi, techniquement parlant? Comment tu as vu l'évolution et puis comment aujourd'hui on enregistre des voix, par exemple? Et maintenant, ils font un peu le même principe, sauf qu'on fait plus ça dans un garage. C'est ça. Mais toujours avec le numérique, il y a un petit micro et la bande son, le mec qui lit et t'enregistres et tu dis ça va pas. Et puis maintenant, avec le numérique, tu peux tellement modifier les voix, donc tu as quand même plus de facilité. Et après, tu cales ta musique et puis, suivant les répètes, tu ajustes les volumes, les distances. Tu fais un peu comme tu veux, c'est vrai que c'est pratique. Ceci dit, moi, je m'amuse toujours à ça, de reconnaître qui a parlé. Et c'est trop drôle parce que c'est quand même des gens du coin et on reconnaît. Il faut trouver les voix aussi qui correspondent parce que faire un accent mexicain, anglais, c'est pas tout le monde qui sait le tenir aussi. On a eu fait des accents chinois pour le tenir tout le long du spectacle. Pas évident. Hein. L'accent évolue. Ouais, et c'est ça, c'est qu'on enregistre la même personne, on enregistre un soir et le lendemain, faut être sûr qu'elle refasse quand même le même accent. Et des fois, ça. Même nous, en enregistrant, ça durait peut-être 2 heures. Et au bout d'un moment, on se rend compte que ça fait une demi-heure qu'on enregistre un peu dans le vent. Quoi. On est à côté. Donc, oui, faut qu'on recommence. Mais c'était pas bien. Ah si, c'était bien, mais il n'y a plus l'accent. Quoi. Donc, oui, mais avec un peu d'humour, tout passe. oui, mais... Ouais, et puis, on apprend tellement de choses aussi sur soi-même, sur sa façon de parler. Je veux dire, mon fils, 15 ans, il a été appelé pour faire un tout petit bout de voix, mais comme il est fier d'avoir posé sa voix, voilà. Des fois d'avoir enregistré, mais de ne pas avoir appuyé sur la touche enregistrement. Donc là, tu dis rien, tu dis on va la refaire. Ce soir. Et puis pour terminer, j'aimerais quand même parler de bénévolat parce que sans cette grosse masse de gens qui viennent s'impliquer sur des tâches vraiment diverses et variées, je pense qu'un Sans Lumière ne pourrait pas avoir lieu. Enfin, si je vous entends. Je pense que c'est ce qui motive d'ailleurs la plupart des gens. Je crois que c'était ça la phrase qu'on disait, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, alors on le fait aussi. Oui. Il faudrait, comme tu disais aussi tout à l'heure, certains seraient professionnels, ça changerait beaucoup de choses, quoi. Mais là, le fait de se dire on vient parce qu'on en a envie, parce qu'on y retrouve du plaisir à être ensemble, point final, quoi, sans autre. On est tellement content d'avoir participé. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu vois les gens qui repartent avec la banane, tu dis c'est cool, quoi. Mais ça devient d'ailleurs maintenant un moment essentiel pour moi, le premier, c'est ce que j'avoue, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. C'est le seul moment dans l'année où je croise d'autres personnes que j'apprécie énormément, mais bon, la vie fait qu'on ne se croise pas. Et là, au Son Lumière, derrière le côté costume, machin, on peut croiser machin, bidule, parler d'autres choses. Puis on connaît des nouvelles personnes aussi. Chaque année, on apprend de nouvelles personnes. Voilà, tout à fait. On les voit qu'ici et on les verra pas ailleurs le reste de l'année, quoi. Donc c'est marrant aussi, quoi. Mais j'entendais même des personnes qui discutaient entre elles à propos d'une autre association. Et je crois qu'il y a des gens qui se projettent sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le Son Lumière, mais parce qu'elles sont lumière, ils arrivent à amorcer d'autres choses, donc ça fait boule de neige sur d'autres activités par ailleurs. Et puis ce qui est remarquable aussi à noter, et on le voit quand on vient sur le site du Son Lumière, c'est toutes ces générations qui sont là, qui se côtoient, qui se respectent, et c'est un marqueur fort du Son Lumière, je trouve. On parlait de mettre ensemble plusieurs générations. Au tout début, donc c'était en 86 sur la guerre 39-45 dans les Monts du Lyonnais. Pour monter le texte, on était allé interviewer des mamies dont les maris avaient été prisonniers. Et là, on a fait ressortir des émotions insoupçonnées. Et ces personnes ont accepté après de jouer. Mais c'était moment fort, là, émotionnellement. Ouais. Et du coup, je pense que ça fait la force de ce côté intergénérationnel à garder, quoi. Les gens, ils viennent parce qu'ils vont vivre quelque chose. Ils vont vivre quelque chose, on va apprendre des choses, on apprend des choses de fou. Aujourd'hui,
j'ai monté des feux d'artifice. J'ai jamais fait Ouais, ça de c'est ma ça, vie. On tout m'a à dit fait. on a besoin d'aide. Bon, bah j'arrive. Comment on fait? On fait comme ça, ok. Alors, sous responsabilité de gens qui savent faire, on est Ouais, d'accord, mais on déroule le fil, on met le scotch, voilà. Ouais, mais c'est vrai, on fait Et des chaque des année, choses, et ça fait 23 ans que je suis là, et 23 ans que chaque année, on apprend un truc nouveau. Ouais. Je pense tout à que fait. par C'est rapport fabuleux. à la technique, depuis, ça a augmenté, mais que c'est toujours les jeunes qui s'en occupent, qui se donnent le défi de pouvoir assurer cette technique. Parce que les feux d'artifice, on n'a jamais allé chercher des gens pros pour le faire. On a appris, on s'est fait aider, mais c'est toujours nous qui avons fait. Artificier aussi, Ah c'est oui, que aussi, exact. je faisais le scénario, la coordination. Du coup, faisant la coordination, tu connais les artificiers, tu dis ah je peux venir vous aider, et puis du coup t'en fais 1, 2, 3 et là ça fait 10 ans que j'en monte quoi. Ouais, Et voilà. c'est magnifique quoi. Ça ouvre des champs de, Mais- comme tu dis, ouais, tu apprends plein de choses et insoupçonné, tu pensais pas faire ça un jour, bah voilà. Tu le Et fais. t'as des jeunes, c'est la première fois de leur vie qui touchent une scie sauteuse Ah à ouais, tout Rochefort, à fait. alors sur une palette bancale, tout Ouais. ça, mais voilà, et ils sont super fiers. Aussi sous Ils ont coupé. regard Alors- de professionnel. Bien sûr. Alors, pas professionnels, non, en fait, Non, mais sur le- Expérimenté. Ouais. En fait, les expérimentés qui vont lui dire, ou la Ouais. visseuse, tiens, bah voilà, là tu mets 2, c'est pour la vitesse 2, c'est pour percer, là c'est pour visser, et tout le monde apprend à tout le monde. Tu sais faire ça, t'apprends à l'autre t'apprend un autre truc. On appelle ça l'éducation populaire, le cœur de la MJC. C'est La ça. base. Ouais. Comme tout sert dans la vie, Ouais. voilà, on s'en sert tout le temps. C'est peut-être ça qui arrive à tenir justement les bénévoles à venir, à revenir et puis à faire venir après les générations qui les succèdent. On va conclure parce que la nuit tombe. Le spectacle va pas tarder à démarrer aussi. Donc on va conclure. Moi, ce que je vous propose, c'est que chacun à votre tour, vous me fassiez un petit mot de la fin sur ce que vous évoque le son en lumière, quoi. Ouais, On la- regarde l'agrandissement de soi, on expérimente des trucs. Alors, comme tu disais tout à l'heure, tu te fais commander par des jeunes, mais moi j'ai eu commandé des plus vieux aussi, où j'ai eu des personnes plus âgées qui venaient, que j'ai croisées du premier soir, que je les ai tutoyés, et parce qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait aller vite, et que le lendemain, on dit c'était trop bien, tu m'as tutoyé. Donc là, c'est une cohésion avec des gens que tu connais pas forcément et que derrière tout roule. D'ailleurs, dans ces gens qui sont venus, c'était en 2012, j'en ai revu un hier soir qui m'a dit « Mais tu me reconnais ?» J'ai dit « Bah quand même. » Il était venu nous prêter sa voiture gracieusement. Et... Quand on est vieux, eh bien, tu as fait jouer des petits, 10, 15, 12 ans. Et tu me reconnais? Non, tu peux me dire ton nom. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup changé. Pour moi, le son en lumière, c'est, j'allais dire, c'est le bien-être en fait. Tu ressors, c'est une cure de bien-être en fait. Tu vois plein de gens, ouais. Vraiment, C'est un épanouissement au sens, dans tous les sens du terme, au sens émotionnel, au sens social, parce que tu rencontres plein de gens, au sens, tu apprends des choses, et puis tout le monde est bienveillant, tout le monde est content d'être là, tout le monde partage ce qu'il a à être là, et ça fait tellement du bien. Ouais. Moi, je dirais quelque chose que j'ai entendu l'année dernière. C'est un peu une bulle dans notre vie. C'est-à-dire qu'on fait un peu du lâcher-prise ici. Parenthèse, voilà. On a une semaine, en tout cas en tant qu'acteur, hein, une semaine où on est au son lumière tout le temps. On lâche tout le reste, mais ça fait un bien. Pas besoin de partir en vacances. Franchement, les bains. Bien, merci à tous d'avoir témoigné. Je pense qu'on pourrait encore en parler pendant on pourrait en parler pendant des heures, ouais. Je pense que ceux qui vont suivre ce podcast, qui participent à l'aventure du son en lumière ou pas, vont apprendre à mon avis tout un tas de choses. Enfin, en tout cas, je l'espère. Merci à vous d'avoir joué le jeu de ce premier podcast de ce format-là sur Mon Actu. Et puis on espère en refaire d'autres et puis revenir l'année prochaine pour les 40 ans du son et lumière et puis faire un format encore plus long. Merci à vous. Merci. Merci.